Alors, bonsoir, messieurs. Parashat Pinchas. Parashat Pinchas, elle présente beaucoup de questions et on va essayer de répondre. euh, on va essayer de répondre en une seule réponse, en fait. Vous allez comprendre. וידבר השם אל משה לאמור, Hachem il a parlé à Moshe en disant, Pinchas ben Elazar, Pinchas le fils d'Elazar ben Aaron à Cohen, et Shivet Hamati. Alors je vous rappelle un petit peu le contexte, comme ça tout le monde comprend. Pinchas il a, il a, il a exécuté, il a tué Zimri Ben Salu, le prince du Shevet de Shimon, de la tribu de Shimon. Très bien. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la façon suivante. Zimri Ben Salu, il a dit à Moshe, voilà, qui t'a permis ta femme, puisqu'elle était une Dianite, elle était femme de Yitro, bien sûr, elle était convertie en bonne et due forme, qui te l'a permise, et donc pourquoi tu m'interdis, moi, Cosbi Bassour, la fille carrément du roi de Moab, de Balak, et donc Moshe, il n'a pas réagi. Il était dévasté de cette inconduite. Des gens qui sont très kadosh, quand il y a une inconduite, quand il y a des choses qui sont herva, quand il y a des choses de nudité, des choses qui ne sont pas pudiques, alors ils sont complètement dévastés. Et donc, à ce moment-là, hein, Shimon a pris cause du Vatso, il a pris le pied du roi Balak et il l'a amené dans sa tente. Très bien. Et à ce moment-là, Pinchas, il a dit à Pinchas, il a dit à Moshe, écoute, qu'est-ce qu'on doit, on doit le tuer? On doit le tuer normalement. C'est-à-dire quoi? Puisqu'il est en train d'avoir une relation avec une non-juive, eh bien, c'est au moment où ils sont en train d'avoir la relation, la halakha, c'est de le tuer si jamais il brûle pour Hachem. Il a une kina, il a une jalousie pour Hachem. Très bien. Alors, le- la fougue de Pinchas, fait que il va prendre une lance. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu va lui dire, puisque tu as donné la halakha, bah, applique-la. Il va prendre une lance et exécuter Cosbi Bassou et Zimri Metsalou en même temps, à l'endroit de leur intimité, au moment où ils étaient dans leur intimité. Et donc, c'est ça dont parle la Torah. Donc, je reprends. Pinchas ben Nazar ben Aaron Cohen et Shivet Hamati. Il a calmé Hamati, ma, euh, ma colère. Mal ben Israël, Bekano et Kinati, car il a vengé ma vengeance. Betocham. Vélo Kiliti, et c'est terrible. Vélo Kiliti, et je n'ai pas exterminé, Chaz de Shalom, et Ben Israël, Bekinati, dans ma vengeance. Donc en fait, il a sauvé le calice. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui dit la chose suivante. La reine est morte, dis-lui, Ineni notenlo, je lui donne, et beriti shalom, mon alliance de paix. Le mot shalom, ça s'écrit shin lamed vav même. Le vav, il est coupé. Le vav, il faut qu'il ait un trou. Un vav, c'est comme ça, d'accord? Eh bien là, c'est deux petits comme ça. Il faut que ce soit troué. Là. Si dans un Sefer Torah, vous verrez, Shabbat, vous regarderez, si vous vous approchez du Sefer Torah, vous verrez le vav de Shalom, il doit être coupé. S'il est plein, le Sefer Torah n'est pas valable. S'il est ouvert, le Sefer Torah est valable. Alors qu'une lettre qui est coupée, le Sefer Torah n'est pas valable. Mais ce vav-là,
spécifiquement, il doit être coupé. Pourquoi? Il faut savoir que c'est une alliance puissante. Quand c'est coupé, on va l'expliquer. Et le passage continue, Vaïtalo, Ulzaro, Acharav, Brit Keunat Olam. Et ce sera pour lui et sa descendance, après lui, une alliance de Keuna, de Kohanim, de sainteté, Olam, perpétuelle. Perpétuelle. C'est incroyable. Dire que il a, il a, il a, dans un geste, il a gagné tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça paraît extrême? D'accord, il a fait un acte de bravoure. Vous savez que dans la Torah, hein, on dit la chose suivante. Ezeu Gibor, quel est l'homme puissant? À Kovesh et Tzitro. Celui qui, Kovesh, il couvre et Tzitro son Yetzer. C'est-à-dire que sa tendance se maîtrise. Il veut s'énerver, il ne s'énerve pas. Il veut manger, il se contrôle. Il se contrôle. Quelqu'un l'insulte, il ne répond pas, etc., etc. Il a envie de certaines choses qui ne sont pas correctes, il se contrôle. C'est ça, c'est ça le héros. Le héros, ce n'est pas celui qui fait une action magnifique un jour. Pas le héros comme les Goyous, le général d'armée qui a vaincu, il a fait acte de courage, je n'ai pas dit que c'est pas. Mais c'est le héros absolu de tous les temps, parce qu'il a fait une action. Ça, chez nous, non. Chez nous, le héros, c'est quelqu'un qui est dans la continuité. Mais là, on a l'impression que il a, il a fait un acte incroyable. Et cet acte-là lui a amené tellement de choses. Je lui donne une alliance de paix. Imagine le Hachem qui arrive, qui dit, tu sais, je te donne une alliance de paix. Comme ça, tu as une batte de colle comme ça qui sort. Et ensuite, et ce sera pour lui, sa descendance après lui, Brit Keuna Leolam. Une Brit Keuna Leolam. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que une Brit Keuna Leolam? Donc une alliance de prêtrise, Cohen, donc au top du peuple, Léolam à tout jamais, perpétuel. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette action? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette action pour faire que il ait un salaire aussi grand? Alors, on va essayer de bien regarder, de bien réfléchir. Euh, D'abord, on va parler de ce qu'est une alliance. On a parlé de l'alliance coupée, du Vav qui est coupé. En fait, vous savez que il y a dans le principe chez les Ashkenazim, quand on fait des fiançailles, alors les deux belles-mères, elles prennent une assiette et elles lâchent l'assiette. Chacun prend un côté et en même temps, elle jette l'assiette par terre et l'assiette se casse. La minague. Quand c'est des fiançailles, le vort, c'est pas forcément avec beaucoup de monde, c'est pas les fiançailles classiques de nos jours, c'est les familles qui se voient avec un peu les rabbinim, un peu ça, 20, 30 personnes, comme ça, une table. Il y a on appelle ça vort. Vort, ça veut dire un mot. C'est un Dvar Torah que va faire le Khatan en général, qui est un petit peu bousculé, perturbé par ses amis, d'accord, qui commencent à chanter comment dirais-je, quand il commence son Dvar Torah. Bref, bon, une cérémonie très sympathique, au cours de laquelle les deux mamans, elles vont prendre l'assiette et elles la jettent par terre, elles se cassent. Pourquoi? Parce que c'est pour montrer que maintenant, ça y est, il y a une alliance, puisque quand prends, tu prends deux choses, tu les casses, tu prends par exemple un bout de papier, tu le déchires, chacun des morceaux ne peut aller qu'avec l'autre. C'est une vraie alliance. D'accord? Il y a une notion de couper une alliance. La preuve, les goïms, ils ont pris ça de nous, ils prennent
sur un paquebot, ces choses-là, ils prennent une bouteille de champagne, une bouteille de vin cher et ils la fracassent. Pourquoi? C'est une alliance pour dire il va pas couler. Ça se rappelle Titanic. Quand on inaugure un bâtiment de façon officielle, d'accord, quand c'est officiel, il y a un bandeau comme ça, la porte, elle est barrée par un beau bandeau doré, rose, que tu veux, c'est joli, c'est toute une réception. Et le président, le maire, bref, la personne que l'on veut honorer, il vient avec un grand ciseau comme ça et il va couper le ruban. Ça inaugure. C'est quoi cette histoire? C'est parce que quand tu coupes, c'est une question de faire une alliance. OK? Donc, c'est le principe du vase coupé. Donc, pourquoi il a mérité cette alliance de Shalom? Alors, on va raconter une histoire et on expliquera un petit peu qu'est-ce qu'est-ce qu'il en découle. Il y a il y a un des mots de cette société, MAUX, c'est l'honnêteté. Difficile d'être honnête et c'est pas nouveau. La Gemara dans Chagiga, elle raconte que la ville de Yerushalayim n'a été détruite que lorsqu'on n'a pas trouvé, il n'y avait plus une personne, euh, comment dirais-je, honnête, fiable dans le business. Il n'y avait plus ce qu'on appelle Baal Hamana, une personne à qui on peut faire confiance dans le business. Il y en avait dans la Torah, mais il n'y avait pas dans le business. Le jour où il a dit il faut détruire Yerushalayim. Un jour, un homme, il a, il avait une concession de voiture. Ça se passe aux États-Unis, à Washington. D'ailleurs, pas important, mais l'histoire étant vraie, je vous rapporte les propos. Il y a très longtemps. À l'époque, peut-être c'est encore le temps, mais maintenant c'est plus contrôlé. Les voitures, elles sont assurées. À l'époque, les garagistes, c'est assez facile de prendre une voiture et de dire, bah, j'étais obligé de vous changer ça et ça et ça et ça. C'est des métiers, je sais pas si tu te rappelles un petit peu, fallait être en confiance avec le garagiste. Et aux États-Unis, ça n'échappait pas à la règle de, entre guillemets, maquiller une voiture. Tu fais une belle peinture, tu trucs, et puis tu sais que le moteur, il ne va pas tenir plus d'un an, et tu la vends à un bon prix. Bon, bref, il faisait ce job-là avec deux associés non juifs. Et un jour, il se, il était pas religieux, mais il avait un copain, voisin, qui était religieux. Il lui dit, viens, je t'amène à la choule, Shabbat. Et il l'amène à la choule. Et là, le Rav, il fait une dracha sur le fait d'avoir l'honnêteté, d'être droit. Et ça le perturbe. Ça le perturbe. Le dimanche, il est pensif comme ça, sa femme elle le voit pensif. Elle est presque inquiète, elle lui dit, ça va? Il dit, non, 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 tout va bien, mais je suis en train de penser à ma vie, à ce que j'ai fait dans sa vie pour l'instant. Je ne sais pas si j'ai de quoi être fier. Je dis, oh. Et puis, à la fin de la journée, il dit à sa femme, viens, on va au restaurant. Il invite au restaurant. Et là, il lui dit, chérie, j'ai une nouvelle à te dire. Je ne sais pas qu'est-ce que va être notre avenir. Mais maintenant, j'ai décidé d'être droit. Dans mon métier, je dis, la voiture, elle est comme ci, comme ça. Et point. Il la prend, je fais le prix normal, et puis c'est tout. Je ne m'amuse plus à ça. Il va le lendemain, il n'a pas le temps de parler à ses associés, les deux autres, qu'ils sont déjà sur une signature d'une voiture. Il rentre dans le bureau, il dit, ah, salut, ça va, bah, t'es en retard. Oui, il y a des embouteillages, etc. Voilà, bah, il y a monsieur Hôtel, tu te rends compte, il prend cette voiture là-bas. Tu te rends compte, il a fait l'affaire, hein, il a eu raison de venir tôt le matin. Oui, c'est vrai, vous êtes venu très tôt, monsieur. Oui, non, parce que j'amène mon fils à l'école, là, et donc en passant, comme j'ai une voiture, vous voyez la voiture là-bas,
Il regarde la voiture, évidemment, complètement cassée de tous les côtés. Et lui, de loin, il voit qu'il y a un enfant à l'arrière de la voiture. Alors il descend, machinalement, il descend. Et il dit à l'enfant, pourquoi tu descends pas? Il fait chaud, viens, sors de la voiture. Et lui, il monte ses jambes, l'enfant, il dit, je peux pas marcher, monsieur. Excuse-moi. Mais je suis très content aujourd'hui parce que mon père va acheter une nouvelle voiture et parce que cette voiture-là, elle marche pas bien. Et pour mon école, c'est une école un peu où ils me prennent en main. Et je suis comme tous les autres enfants, mais elle est un peu loin de la maison. L'autre, il dit, j'ai décidé, j'y vais, je casse la montre. Il monte, il remonte, là, c'était dans un étage, là, puis en hauteur. Il dit, le gars, il est en train de signer, il lui prend la main, il lui dit, écoutez, vous savez que cette voiture, elle, quand même, elle a beaucoup de kilomètres, hein. Les autres, ils le regardent comme ça. Et puis, c'est quoi? Vous l'avez vendu, vous lui avez vendu combien? Ah non, ah non, c'est trop cher. Les autres ils disent, mais de quoi tu te mets? Ça commence à monter le ton. Évidemment, lui, il voit ça, et l'acheteur, il pose le stylo, il s'en va. Et là, ça dégénère. Il y a un des deux associés qui, bam, il lui donne un coup à l'autre. L'autre, il se défend. Bref, il appelle la police. Évidemment, la police, il y a contre un, deux témoins contre un. Il nous a agressés, c'est un fou, c'est ceci, c'est cela. La police lui met les menottes, truc, prison, il faut un procès. Finalement, ils sentent que le juge sent que c'est bon, il fait un pchara, quoi, un truc comme ça. Il fait pas de prison, mais il a une amende et évidemment les autres, ils lui font un procès pour récupérer ses parts et il se retrouve à la paline. Et il dit à sa femme, je regrette rien. Ce jour-là, j'ai fait le choix d'être honnête. Je suis très honnête, point. Les temps passent, il fait des petits boulots, vendeurs, trucs aux États-Unis, ils n'ont pas peur. Aux États-Unis, tu vas être un peu léger si tu n'as pas, et quand tu proposes de pompiste, bah, tu seras pompiste. Intelligent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gava. Non, moi je fais, alors, bon, tu sois pompiste et que tu manges. Donc, il fait des petits boulots pendant 7 ans comme ça. Et il avait quand même une bonne expérience de gérer un parc automobile. Il répond, un jour, sa femme elle lui amène une annonce pour un grand groupe comme ça qui cherche un responsable de parc automobile. Il répond, il s'investit beaucoup dans l'appel d'offres, dans l'appel de recrutement. Et puis finalement, on lui annonce que il va, il est en finale contre un autre. À l'américaine, c'est un peu dur. Il convoque les deux. Conseil d'administration, ils sont 20. D'accord? Chacun passe à son tour. Au moins pas l'un devant l'autre. Et les deux, ils sont dans la salle d'attente. Chacun passe à son tour. Et il décide. Lui, il est désigné le premier. Et quoi, il est très impressionné, etc. Il le questionne sur ses connaissances, sur sa capacité technique, etc. Son côté aussi, il devait gérer une équipe, son côté humain. Et puis à un moment, il y a des personnes qui disent, mais vous avez encore qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous avez fait des petits travaux de travail, on vous avez expliqué que vous avez eu le passage à vide. Mais juste avant, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois pas dans cette c'est qui cette société-là et là, ça y est, ils vont les appeler, ils vont truquer. Bah. Et à ce moment-là, il y a un monsieur du conseil d'administration qui se lève, qui arrive près du président et qui lui chuchote quelque chose, qui parle au président, comme ça, à l'oreille. Et la personne s'assoit et il dit, le président, il dit, bon, écoutez, la séance est levée, monsieur, vous êtes embauché. Et il dit au responsable du recrutement, vous vous excusez auprès de la personne qui attend, mais vous dites que son concurrent, entre guillemets, a été brillantissime. Rien dit, il a traqué. Et après, il reste seul avec le président et la personne qui était là. Et, et puis il dit merci, monsieur le président. Il dit non, je remercie plutôt monsieur Intel. Et bon, merci monsieur. Mais écoutez, il m'a raconté l'histoire qui vous est arrivée.
il y a quelques années, c'est le père du gardien. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là? Il a pris une décision. Il a fait un choix. Un choix. Ça s'appelle dans la Torah un nekudat habechira, le point de choix. C'est sur ça qu'on va travailler. Et on fera le rapport après avec Pitras. Ne vous en faites pas. Dans la vie, on fait des choix. Par exemple, quelqu'un est venu me voir et il m'a dit Rav, j'ai une bonne nouvelle. Je vais faire Shabbat. Je lui ai dit Mazel tov, je suis content. Quelle bonne nouvelle. Il m'a dit vous ne saviez pas, mais je faisais Shabbat avant, il y a 5 ans. Avant, moi, je t'ai toujours connu, pas Shabbat, mais pas au chrétien. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon père. Et à ce moment-là, j'étais un peu en rébellion vis-à-vis d'Hachem, et j'ai arrêté de faire Shabbat. Alors je lui ai dit, t'as pas de regret à avoir. Parce que les Shabbats que tu as fait avant, c'est pas les Shabbats. Tu n'étais pas Shabbat Shabbat. Quand tu es Shabbat Shabbat, tu as, une question, c'est un point de choix. Il y a plus de, tu ne discutes plus si tu fais Shabbat ou pas. Ici, nous, à cette table-là, on ne se demande pas, tiens, demain, qu'est-ce que je fais? Je vais au resto. Enfin, un resto caché, ils ne sont pas ouverts. Donc, je vais faire du shopping de Shabbat, samedi à midi, samedi après-midi. Personne ne se dit ça. Personne ne sait quand tu as un choix. Ça s'appelle ton point de choix de Shabbat, il est réglé. S'il n'est pas réglé, alors tu n'as pas choisi encore. Quand tu as choisi, ça y est. Et ça, c'est une force. J'ai eu un chiot avec des adolescents. Chiot d'adolescents, c'est pas évident parce que c'est des adolescents. Donc, ils sont en même temps bouillants et en même temps, ils sont un petit peu, voilà, ils manquent de maturité. Donc, en général, dans mes chiots comme ça, je leur parle de la liberté. Ah, on rêve tous de liberté quand on a 15 ans, ça y est, papa, il est avec ses maths, maman le saoule avec sa physique, mon grand-père me saoule avec ses études et l'avenir. Moi, j'ai envie de prendre une moto et d'aller cheveux au vent. Ok, j'ai rien contre ceux qui ont cheveux au vent, mais chaque chose en son temps. Et donc, je leur demande c'est quoi la liberté. Et en général, ils me le disent tous. C'est ce que je veux, quand je veux, comme je veux, avec qui je veux, de la façon dont je veux. Et à tout moment, ça change, tac, 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 au gré du vent, au gré du vent. Alors je dis ça, c'est le contraire de la liberté. Ça, c'est l'esclavage. La personne qui agit comme ça, c'est un esclave. Et qui attend, ça y est, j'ai divorcé, je ne plus vivre tranquille, je prends, si j'aurais trouvé une bien, je vais doucement, peut-être ça sera une autre. Waouh! Bah, t'es esclave, t'es devenu esclave. Quand tu étais marié, tu avais un travail à faire, tu avais un choix. Je suis marié. Donc maintenant, ce choix, tu l'assumes, tu travailles. Et si tu travailles, tu changes, tu crées ton couple. L'amour revient, c'est le temps. Maintenant, toi, tu n'as pas voulu bosser. Je vais faire ce que je veux, tranquille, je me prends pas la tête. Ça, c'est l'islam. C'est le contraire. Je vais dire un exemple. Je vais donner un exemple et suivi d'une histoire parce qu'elle me travaille. Quelqu'un qui est chez Shabbat. Lui, dans les affaires, ou même s'il n'est pas dans les affaires, et on lui dit maintenant, il y a des Américains qui arrivent, ils veulent acheter ta maison, ils veulent acheter ce qu'ils veulent. L'avion atterrit à 9h samedi matin à Roissy, et il décolle à 17h de Roissy. Ils ont loué un salon ultra luxueux dans l'aéroport et ils ont lancé des propositions à différentes personnes. Il faut être là-bas, tu amènes ton acte de propriété, ta maison, ils ont adoré, ils l'ont vu par satellite, j'invente ce que tu veux, et ils te l'achètent, elle vaut 100, ils te l'achètent 1000. Et c'est Shabbat, il faut que tu viennes signer. Alors, si tu vas signer, alors tu n'es pas libre.
Si tu restes faire ton Shabbat, t'es libre. J'aurais dit, bah, c'est le contraire. Grave. Je suis libre, moi, justement, je fais ce que je veux. Ouais, j'ai besoin de gagner ma vie. Je dis, pas du tout. Pas du tout. La liberté, c'est de mes choix, bah, je les assume. Donc l'Américain dit, mais attendez, je la veux, votre maison. Non, mais moi, je suis libre. Vous la voulez, vous restez 24 heures de plus. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Mais cette période-là, je ne peux pas. C'est pas, c'est pas possible. C'est ça la liberté. Quand tu es libre, tu assumes. Tu as un choix, tu l'as fait. C'est pour ça que ceux qui font leur choix, qui font tous les choix, en général, qui font quasiment tout leur choix dans tout système. Pourquoi? Parce qu'ils sont, entre guillemets, modélisés par la Torah. Donc, ils ont réfléchi sur l'éducation, réfléchi sur l'argent, réfléchi sur les femmes, réfléchi sur le kavod, sur l'orgueil. Donc, je le mets de côté, ça, je le mettrai comme ça c'est important, c'est le chesed. Ils ont réfléchi sur tout ça, donc ils ont il y a des, il y a des, il y a des repères. Le gars, il a un bon copain à aller voir, il a un bon mariage, il y a un enterrement à côté. Il y a des gens qui peuvent pas faire les deux. L'un, c'est Yerushalayim, l'autre, c'est Bnei Brak. Un homme de Torah, il envoie un texto à son copain. Comment, je te souhaite Mazel Tov, c'est magnifique, etc. Il ne peut pas lui dire qu'il a un enterrement. Il a dit, crois-moi, je suis bloqué. Je viens de Rabbi Shiva Brachot. Dis-moi quel jour je peux venir. Je m'associe à toi. Voilà. Et puis il va à l'enterrement. Il n'y a pas de. On ne peut pas se dire, ah, c'est un kiff. Il y avait là-bas, en plus, le traiteur Bouzablo qui fait des trucs de fou. Non, il n'y a pas. Tu peux faire les deux, tu fais les deux, mais c'est marqué. Shlomo Melech, il dit, c'est mieux d'aller dans une maison d'Avélim, d'endeuillé, qu'une maison de joie. Une maison où il y a une recette, il y a une bar mitzvah, un mariage, etc. Donc, quand tu as fait tous tes choix, t'as pas de. T'es un rock. C'est pour ça que Rav Yosef Shlomo Kalelman était le fondateur de la Yeshiva Ponyovitch et du reste. Il a acheté, après la guerre, il avait perdu tous ses enfants, sa femme, sauf un enfant, qui était bloqué aux États-Unis, avec lui d'ailleurs. Euh, les parents, ton neveu, tout. Lui et son fils. Voilà, plus rien. Il est arrivé en Israël, il a dit, moi je reconstruis tout. Je développe tout, je vais fois 100, fois 1000. Il a été voir, il a trouvé une colline à vendre. Cette colline à vendre, qui était desséchée, un petit peu marécageuse. Elle valait quand même de l'argent. C'était une colline de Bnei Brak. Ceux qui ont été à Ponyovitch, ils savent qu'on monte comme ça. On dit, ouais, Bnei Brak, on monte, on va à Bakiba, on monte. On a acheté tout. Un quart de la ville. Il n'y avait pas de ville, c'était des dunes. C'est des dunes, Bnei Brak. Et il signe chez l'avocat. Il signe chez l'avocat. Il n'a pas d'argent. L'avocat lui dit, vous avez un mois, je ne sais plus, pour amener 10%. Lui, il dit, vous en faites pas. Maintenant, il regarde des chaussures trouées, le gars, il reste capé de la Shoah. L'avocat, il signe ici. Il descend dans l'escalier et il croise quelqu'un qu'il connaît, qui, qui va voir l'avocat aussi. Et où tu vas? Tu vois, t'es l'avocat. Qu'est-ce que vous venez de faire chez lui? Je viens d'acheter une colline, une de dune. Il dit, mais vous avez l'argent? J'ai dit non. Il dit 10%. Je n'ai pas non plus. Il dit, tu peux m'aider? Je lui dis, je n'ai pas beaucoup d'argent. Il dit, non, j'ai besoin de l'équivalent de 2 euros. 2 euros, tu veux me prêter? 2 euros. Je te donne. Je dis, c'est pour quoi faire? Il me dit, c'est parce que je ne les ai même pas les 2 euros. Mais c'est pour envoyer
un télégramme, à l'époque c'était télégramme, à quelqu'un, un donateur en Afrique du Sud, qui m'a promis les 10%. Donc il n'a même pas l'argent pour prévenir le donateur des 10%. Il lui dit, sache que tu es le début c'est le début du maillon. D'ailleurs, il disait, Kahneman, quand il faisait ses drachot, il disait, cet homme-là, il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Des fois, tu arrives, tu donnes un petit truc, mais dis, moi, j'avais que ça, je l'ai envoyé à l'autre. Donc, ils m'ont eu 10%. Après, donc, je vais bloquer. Après, j'ai travaillé, je suis retourné aux États-Unis. Il a ramassé. Rav Kahneman, il continue. Il construit un bâtiment qui s'appelle Ponyovitch, 1500 personnes. Maintenant, il faut savoir, vous savez, actuellement, il y a le problème de l'enrôlement des Baroudri, Shiva dans l'armée. Donc, pourquoi c'est pas venu avant? C'est des citoyens israéliens normaux. Parce que le Chazon Ish, il discutait avec Ben Gurion. Et il a demandé, il a dit voilà, moi je ne demande rien, je ne demande pas d'argent, je demande juste que les Bahourim qui sont dans les Shiva ne fassent pas l'arme. Ben Gurion, il a accepté. Tout son staff autour, ils étaient très très anti-religieux, lui aussi. Mais pourquoi tu as accepté? On parle de dizaines de personnes. Allez, 100 personnes, c'est fini ce monde. Il n'existe plus ce monde. Terminé. Un vieux monsieur rabbin comme ça, très respectable, très fort, très intelligent, très impressionnant. Je peux lui, je peux lui dire. Donc c'était ça, les gens, il n'y avait plus de Torah. Donc, lui, il a fait un yeshiva, fait un énorme, énorme binyan, énorme immeuble, énorme Beth Midrash, 1500 personnes. Il s'appelait Yosef, Yosef Shlomo. Un jour, quelqu'un l'a croisé, pas très gentiment, il lui dit tiens, voilà Yosef Balachalomot, comme on appelait Yosef le rêveur, celui qui fait des rêves, comme ses frères ont appelé Yosef. Vous savez, qu'Hachem nous prête vie, on voit ça dans la paracha, d'accord? Dans Bereshit, dans le Sefer Bereshit. Yosef, il a fait ses rêves et on l'appelait Yosef Balachalomot. Ils l'ont appelé Yosef Balachalomot. Lui, il a dit je ne suis pas Balachalomot. Moi, d'abord, j'ai payé le bon Dieu. Je sais ce que j'ai donné dans ma vie et dans ma famille. Et le bon Dieu, il n'oubliera pas ses enfants. Et maintenant, c'est une yeshiva, il y a 3000, 4000. Tu vas là-bas nuit et jour, ça étudie nuit et jour. Pourquoi il a fait ça, lui? Parce que lui, il a fait tous ses choix. Il a dit, j'avance. J'ai fait mes choix, j'avance. Rien de... Quand on fait un choix, si tu les respectes, si tu tiens, eh bien, tu es un bulldozer. Je ne parlerai pas sur les tortures. Pas. Décider de part. Quand tu décides, j'ai décidé. Et sachez que dans les problèmes psychologiques, une fois j'ai dit, je ne suis pas médecin, hein, mais à force, on prend des conseils des médecins, des psychologues, des psychiatres. Il y avait quelqu'un qui était un petit peu déprimé comme ça. Et je lui dis, tu dois décider dans ta tête d'être heureux. Tu dois décider dans ta tête d'être heureux. Alors, attention, c'est pas. Il y a besoin de voir un médecin, il faut voir un médecin. Mais parfois, on se laisse aller. Qu'est-ce qui change dans ta vie que tu sois heureux ou pas heureux? Ça ne changera rien. Que tu aies décidé. Tu as besoin de ça et ça pour être heureux. Pourquoi? Décide. Décide. Il y a des problèmes dans le business. C'est pour ça que quelqu'un qui fait Shabbat et qui vit son Shabbat, alors là, il capte et il assimile intérieurement, il intègre. C'est la notion dont je vous parle. Celui qui a fait le choix de faire Shabbat, le choix de kiffer son Shabbat, eh bien, il a des problèmes dans le business. Ça arrive à tout le monde. Il est un peu perturbé parce que ça ne va pas et c'est un peu flottant, etc. Quand il arrive Shabbat, logiquement,
Et en général, le Shomer Shabbat, c'est ça, ça switch. Tu ne penses plus à ton découvert de banque, tu ne penses plus à truc, tu penses plus là que, tu penses plus à ça. Donc, tu as décidé de switcher, parce que c'est Shabbat. Donc, rien ne t'empêche, puisque c'est une mitzvah d'être tout le temps Bessimcha, de switcher, même si c'est pas Shabbat. Et ça change tout. Quelqu'un de, quelqu'un d'heureux, qui est de la Simcha, il est construit. Dans un couple, s'il y en a qui s'énervent et l'autre dit, c'est chéri, je ne m'énerverai pas. Je comprends un petit peu ce que tu dis, c'est un peu des... mais je ne m'énerverai pas. D'accord? Les conseillers ne sont pas les payeurs. D'accord? Mais je sens qu'il y a du vécu pour tout le monde. Mais si tu fais ça, tu tiens bien. Tu tiens. Même une banquette, tu peux tenir, tu peux tenir. Moi, j'ai quelques années d'expérience. Ça arrive qu'on tienne. Tu tiens. Je ne m'énerverai pas. Tu décides de ne pas t'énerver. Tu décides de ne pas répondre. Tu décides de rester zen. Tu vois qu'après tout, en face, c'est pareil. En face, c'est la vaisseau. Ça fonctionne toujours comme ça. Sauf Kahneman, c'était un bulldozer. Il a décidé. Je construis, je fais ça. Il a fait ses choix, tous ses choix. Je pars pas, j'ai besoin d'argent, je vais aux États-Unis, j'étudie comme si, je fais ça comme ça. Tac, il a construit un empire. Pas que lui. Natania, il y a un quartier qui s'appelle Tzantz, le rabbi de Tzantz. Pareil, toute sa famille est partie. Il a reconstruit. Lui s'est remarié. Il était un petit peu plus jeune que Rav Kahneman. Il s'est remarié. Il a tout reconstruit. C'était un... Par exemple, lui, il a, il a décidé quand les nazis, et ça, c'est des témoins, il y a un livre là-dessus, il y a un rap qui s'appelle Rav Kaufman, qui vient, qui est un peu âgé maintenant. Il venait régulièrement à Paris donner des conférences, un Français. Son père, il était dans les camps avec le rabbi de Tzantz. Il était à Auschwitz avec le rabbi de Tzantz. Il a témoigné, il a écrit tout un livre sur lui-même, une autobiographie, et dans laquelle il y a beaucoup d'histoires sur le rabbi de Tzantz, parce qu'il a été pendant 2 ans, je crois, avec lui dans les camps. C'est échappé avec lui aussi. C'est une histoire, une biographie fabuleuse. Il raconte qu'à un moment, le rabbi de Tzantz, il a décidé de. Il a calculé que c'était Simchat Torah. Et il y avait une feuille de fromage déchirée. Une feuille de fromage déchirée qui était planquée dans le camp. Il a sorti la feuille, il a fait semblant d'être malade, de ne pas aller travailler, de rester dans la. Il a sorti une chaise craquelante comme ça, il a mis une feuille dessus, c'était Simchat Torah. Il a commencé à danser et à chanter. T'imagines? Donc de chance, un capot est venu le voir. Il a vu. Alors là, ils l'ont attrapé. Ils ont entendu que tout le monde rentre et il lui a dit on va vous montrer. Il a voulu danser, maintenant il a dansé, on va le faire danser nous aussi. Ils l'ont mis au milieu. Et il y avait donc c'est des nazis là-bas, ils avaient 25, 30 ans, c'est pas des vieux, hein. Donc des bonhommes de 30 ans, chacun une batte de baseball, enfin un bout de bois, matraque. Ils l'ont mis au milieu, il a dit maintenant tu vas danser. Et il le tapait pour qu'il tourne comme ça, tac, tac, le faire taper chacun. Vous comprenez ce que je veux dire? Un monsieur de 60 ans, hein. Il avait 60 ans. Et il le tape, peut-être 50, mais pas plus. Il le tape, tac, tac, tac. Et lui, il a décidé de ne pas faire pareil. Ah, il est resté sur rien. Ils n'en pouvaient plus. Il témoigne, monsieur Kaufman, qu'il avait les yeux comme ça, brillants de volonté, rien, pas une chose. Et un moment, il tombe, il est dans son sang, il tombe. Et il y a un des Allemands qui lui dit, en allemand, l'Allemand lui dit, je se comprenne, il lui dit alors, Rabbi, monsieur le rabbin, vous êtes toujours le peuple élu. Et il a raconté il a décrit qu'il était allongé comme ça, et il les a regardés un par un, c'est-à-dire de dire, peut-être 15 personnes de 30 ans sur un, une personne de 5 ans. Il faut bien qu'on ait le peuple élu.
Il a dit, ils sont partis comme ça. Ils ont dit, c'est même pas la peine de le taper, rien ne sort. Donc, ils sont partis déçus, déçus. Il a décidé de ne pas avoir mal. Bon, c'est pas n'importe qui, mais il a décidé. Par rapport à Shabbat, l'histoire que je voulais vous raconter, on a vu l'honnêteté comme un point de choix. Point, l'histoire de Shabbat, la suivante. C'est un jour, il y a un homme qui avait réussi dans les affaires, bien aux États-Unis, à Mexico. On lui propose un terrain pour construire une tour. Alors, il avait bien réussi dans les affaires, il avait deux, trois petits immeubles, mais une tour, je sais pas, vous imaginez bien une tour ce que c'est. C'est pas un immeuble dans le 15e de 6 étages. C'est une tour. Donc lui, il a fait ses calculs et il pouvait acheter le terrain. Et la banque le suivait, etc. C'était un gros montage. Il fallait qu'il vende tout, sauf sa maison magnifique qu'il avait. Mais bon, c'était un risque à parier. Il avait une cinquantaine d'années. Il s'est dit, allez, on y va, c'est une belle aventure. Et puis après, je me retire des affaires. Mais il a pas mal calculé et il réussissait pas à louer. En fait, le projet, c'était de construire une moitié déjà, de louer, de reconstruire une moitié, etc. Bon, tout un projet. Et il n'arrive pas. Et on lui propose des prix qui ne lui permettent pas de payer ses échéances, etc. Et voilà que il, euh, il est- les banques le suivent plus, c'est la Bérésina. Il vend son énorme maison, là, et magnifique, il en millions de dollars pour remettre dans la société. Évidemment, ça ne suffit pas. Il vit maintenant dans un petit 2 pièces, dans un quartier, et son avocat lui dit, il faut vendre, il faut brader, il faut vendre, tant pis. Vous êtes sur la banqueroute, vous avez trop de dettes, vous allez finir en prison. Il décide, il brade complètement. Et il y a une société américaine qui est d'accord. Une société américaine qui est d'accord tout en, tout en, tout au long de ce périple. Lui, ça lui fait réfléchir. Il a une petite synagogue à côté de lui, et le rabbin, il discute, tout ça, tata. Et un beau matin, un début de semaine comme ça, il dit à sa femme, moi je vais faire Shabbat. Tout ce qui nous arrive comme ça, je fais Shabbat, j'essaie de faire Shabbat. Très bien. Hasard par hasard, les gens ils étaient dans le deal, ils lui disent, et c'était américain qui est intéressé, il lui dit, ça y est, on est prêt. Ils envoient les contrats à son avocat, leur avocat, il y a des allers-retours, le mercredi, ils sont prêts. Ils ont dit, on est très contents, et donc on va commencer notre tournée d'achat, donc grand groupe immobilier, ils ont leur jet privé avec leur avocat, leur truc, leur comptable, une dizaine de personnes, un staff, pour aller dans les différents pays d'Amérique du Sud. On a décidé, le grand consortium immobilier aux États-Unis, quand c'est grand, c'est grand, d'investir aux États-Unis. Une fois, j'étais invité j'étais à Europa et j'étais invité chez des gens. Quelqu'un m'avait fait inviter chez des gens. Et, et donc, c'était rasé, péote comme ça. Donc, au milieu du repas, il me parle un peu business. Alors, moi, je leur dis, je parle pas business Shabbat, quoi. Je dis, non, ouais, c'est Simra. Je dis, bon, oui, donc, bon. Alors, il me dit, just a question. Je dis, oui, ok. Il me dit, comment? Il me dit, c'est comment l'immobilier à Paris? Alors, je dis, ça, c'est une question. Alors, lui, il me dit comme ça, il me dit, on est vrai. Il m'a dit, parce que nous, pour l'instant, on a investi à Berlin avec mon père. On a fait un petit investissement. On a acheté 1000 appartements, 1000 דירות, רק לדעת אם זה שוק טוב ou לא. Comme ça, il n'était pas à se vanter. Ouais. C'était vraiment. Il a dit, on a acheté 1000 appartements à Berlin, on veut savoir si le truc est bien, sinon on va y aller. Mais Paris, comment c'est? On a dit, ouais, après, je sais pas, on va voir. C'est mis comme ça, des gens, tu vois,
C'est pas, il n'y avait pas des gardes du corps partout, des machins, des trucs. Tu vois, les États-Unis, c'est un autre niveau. Bref, donc, le rendez-vous est fixé dans le truc. On part de New York, je ne sais pas quand. Truc, rendez-vous à Mexico là-bas, chez vous, vendredi 9h. Bon, vendredi matin 9h. Lui, il a pris cette décision au début de semaine de faire Shabbat. Il n'a pas encore fait un seul Shabbat. Et il dit à l'avocat, faites bien, moi je fais Shabbat. Il dit quoi? Faites Shabbat, vous? Je, Présenter ou quoi? Non, non, mais écoutez, faites bien les contrats juste avant, c'est tout. Vous pouvez, de toute façon, le but, c'est juste de signer les modalités, qu'il fasse le chèque, le virement, le truc, le machin. Finalement, tout est prêt, nickel, c'est un contrat comme ça, et puis comme ça, c'est relu, 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 relu. Tout le monde est d'accord. Arrive le vendredi matin, 9h, ça doit être juste une signature, il commence à paraffer des trucs, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure de paraffer, il y a un problème. Un problème sur le contrat. Appelez-moi l'avocat. Il y a un problème sur le contrat. Il y a un truc pas du tout prévu. Ah non, mais ça, non, mais c'est pas compris. Si, c'est compris, c'est pas compris. En route, la négociation. 10h, 11h, midi. Il commence à transpirer. Truc. Finalement, arrive 14h. Il dit à tout le monde, il y a 15h, je suis parti. C'était en hiver. Et Shabbat commençait tôt. 15h, je suis parti. Il me regarde, il dit, de quoi? C'est une plaisanterie ou quoi? On est 15 personnes, on a truc. 15 heures, ils ne sont pas arrivés à faire finaliser le contrat. Il reste encore jusqu'à 15h30. Elle dit, moi, je suis à Shabbat, je m'en vais. Elle dit, mais on va vous faire un procès. Vous avez dit, non, déjà, vous êtes mal en point. Avec l'avocat, il le supplie, mais c'est pour vous, pour vous. Il le prend dans un coin, il dit, je peux vous parler? Il dit, vous avez jamais fait Shabbat? Je ne comprends pas. Il dit, oui, mais j'ai décidé le début de semaine de faire Shabbat. Et je vous en supplie, vous reportez une fois. Vous avez 50 ans, vous n'avez jamais fait Shabbat, vous pouvez emporter d'une fois. C'est quand même, faut pas exagérer. Commencez une autre fois, le bon Dieu vous pardonnera. J'ai décidé. Il décide, il s'en va. Eux, ils sont faux furieux. Il dit à l'avocat, vous aurez de nos nouvelles. Ils partent quand ils partent. Effectivement, le lundi, mardi suivant, ils reçoivent des trucs, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, recommandés, huissiers et compagnie. Et là, lui, il est très très mal, il a 2 doigts de la prison, tellement il a des dettes, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est vérifiable le moment et la date de cette histoire est vérifiable, puisqu'il y a eu, malheureusement, pour lui ça l'a sauvé, il y a eu un tremblement de terre à Mexico. Je pense qu'il y a 30 ans, un truc comme ça, 30, 40 ans. Tremblement de terre terrible à Mexico. La quasi-totalité des immeubles se sont effondrés. Maintenant, l'immeuble du ministère de l'Intérieur s'est effondré, le ministère de l'Industrie s'est effondré, le SO Total s'est effondré. Donc, il m'a appelé, il dit, vous avez, et lui, comme il avait construit anti-séisme, parce que on sait bien que Mexico, c'est problématique, sa tour, elle avait tenu. Et donc, il a commencé à faire, premier étage, c'était SO, deuxième étage, ministère de l'Intérieur, troisième étage, ministère, et un truqué, le gars, il est milliardaire, parce que il a fait son choix. Il a fait son choix. Parce que il a décidé, il a décidé. Et bien, c'est ça, Pinchas Rabbanan. Pinchas, il a décidé. Moshe, il aime trop le cas d'Israël, il est trop kadosh, cette mauvaise conduite de Zimri Metsalou, cette impudicité, il a plus de. Il se dit, il dépasse tout, et il dit à Kadosh, grâce à lui, je n'ai pas détruit. Donc Moshe, il dit, il tombe. Pinchas, lui, il a fait un choix. Il a fait un choix d'appliquer la chose. Et Moshe, il regarde. Normalement, il mérite la mort. Moshe lui dit, alors vas-y. Pour dire, le Shimon, c'est tous des guerriers. Quand ils vont rentrer en Canaan, c'est des guerriers, les bonhommes. Ils savent se battre, c'est des guerriers total. Lui, il y va. Alors, il a caché sa lance. Il a été en ruse. Il a dit, je peux voir. Mais après,
il a embauché Zebri Metzalo et Kozi Betso à leur activité, et il les a soulevés, il est sorti pour leur dire, voilà, moi je ne l'ai pas tué comme ça, je l'ai tué comme ça. À cause de ça, je l'ai tué. Il risque sa vie, il est dans le camp de la tribu de Shimon. Il a décidé, il a dit, moi je ne laisse pas ça. Je brûle pour Hachem, je vais jusqu'au bout. Hachem, il veut que je fasse ça, c'est sûr qu'il veut que je fasse ça. Donc je le fais. J'ai fait un choix. Il n'a pas temporisé. Ça passe dans les générations. C'est pour ça que c'est marqué. Il a Eshiv et Hamati, question qu'on a posée au début. Il a calmé ma colère. Kino et Kinati. Il a vengé ma vengeance. Imagine pour Hachem. Et ça serait une brite shalom. Ce qu'il a fait, c'est une alliance. Quand tu fais un choix et que ça passe, un choix, tu tiens, et bien ça transmet. Ça transmet aux générations. Tu n'as pas besoin de. Tu as fait un choix, ça transmet aux générations. Quelqu'un qui a la Shoah, un inconnu au bataillon, on lui dit, mais mange ce cochon, il ne mange pas ce cochon, on le tue. Personne ne l'a vu, personne n'a rien fait. Il a un fils qui se sauve. Ce fils-là, dans sa vie, il va, il va tracer, il aura une puissance, mais il ne sait même pas ce qui s'est passé avec son père. Il ne sait même pas ce qui s'est passé avec son père. Et cette puissance-là, il la tient de père. C'est traversé. Ça a passé. Il faut savoir que Pinchas, il était né avant que Aaron soit Kohen Gadol. Je vous explique, c'est pareil. C'est Aaron. Comment il est devenu Kohen Gadol? Aaron, il est Lévi. Il n'y a pas de Kohen au départ. Il faut des Kohanim quand il y a le temple, quand il y a le Mishkan, quand on reçoit la Torah. Il y a des sacrifices. Avant, je n'ai pas besoin de Kohen. Quand Aaron, il s'est sacrifié, le veau d'or, et qu'ils lui ont dit, le Hébreu, les gens qui ont voulu se prosterner faire le veau d'or, ils lui ont dit, tu nous aides ou on te tue. Lui, il s'est dit, si il me tue, alors moi, je vais au Gan Eden, c'est le tort. Parce que je meurs à Kiddush Hashem pour ne pas faire Avodazara. Moi, je suis au tort. Mais eux, catas. Maintenant, moi, j'aime ce peuple. Je ne veux pas qu'il leur arrive. Alors, je vais essayer de gagner du temps. Non, non, je vous aide. Alors, allez chez vos femmes, prenez l'or. Quand tu arrives chez ta femme, tu lui dis, bon, j'ai un plan, je voudrais faire un veau d'or. Ah, super, ouais, donne-moi tes. Elle dit, ouais, lui, ce qu'il n'a pas su, c'est qu'eux aussi, ils avaient de l'or. Donc, ils ont pris l'or à eux. Ils n'ont pas demandé aux femmes. Il a dit, demandez aux femmes. Il a dit, le temps que les femmes, elles donnent, ouais, bon, pourquoi? Attends, c'est. Hein? Moshe, il arrive. C'était fini. Mais il l'a fait par amour du peuple. Il était prêt à sacrifier son Léolam Abba, puisqu'il participe à de l'idolâtrie. À ce moment-là, Hachem, il a dit, tu seras Cohen. Tu seras Cohen. À partir de toi, à partir de ta descendance maintenant, les nouveaux qui vont naître de ta descendance, les nouveaux. Pinchas, il était déjà né, donc Pinchas, il n'aurait pas dû être Cohen. Vous comprenez? Pinchas était né à ce moment-là. Vous me suivez? Mais là, il est comme son grand-père. Avec cet acte-là, il a gagné la Kiyona. Il a gagné le fait d'être Cohen. Parce qu'il s'est sacrifié pour le peuple. Il pouvait être tué. Il a dit, c'est pas grave. Pour la gloire d'Hachem, moi, je suis prêt à mourir. À ce moment-là, il est devenu Cohen et toute sa descendance. Alors, ça, c'est le choix. Dans la vie, ce qui change une personne de l'autre, c'est sa capacité à faire le bon choix et s'y tenir. Prenez ces quelques mots, capacité à faire le bon choix et s'y tenir. Tu prends ça, tu as tout. Tu as tout. Parce qu'il y en a qui vont faire le choix. Je fais plus Shabbat, je n'étudie plus, non, c'est trop le business. C'est les trucs. Mais quelqu'un, il avait un chiot le mardi et le jeudi. Allez, le jeudi. Avec nous. Je parle d'assez longtemps. Et après, il a voulu faire plus. Et il m'a dit, je ferai tous les matins jusqu'à midi. Je lui ai dit, écoute, t'es pas prêt pour ça. Pas que je veux te garder. Au contraire, je préfère. Mais tu es pas prêt. Et donc, finalement, au lieu de garder ce choix-là, mardi, jeudi, il a fait toute la nuit.
Un mois se passe, il me dit, je suis super, j'y arrive et tout. Je lui dis, tant mieux si je me suis trompé, bravo, je suis content. 2 mois, 3 mois. Quelques mois plus tard, encore. Et, et le matin, mais juste le lundi et jeudi, jour de Torah, je reste un peu. Je dis, on revient mardi, jeudi. Il dit, maintenant, mais je me suis organisé différemment. Puis, 1 an plus tard, j'ai croisé, même les petits matins à matin, terminé, la tefila, seul à la maison, etc. Parce que quand on fait un choix, il faut se tenir. Il faut faire des choix intelligents. Pour ça, la capacité à faire le bon choix. Lui, il n'a fait pas le bon choix. Tu me dis, reçu. Vous voulez faire toute la matinée, toi, doucement, c'est doucement. Euh, tiens déjà les choses que tu fais. Tiens bien les choses que tu fais. Fais ton choix. Tiens bien et on construit dessus. C'est pour ça. La vie de quelqu'un, regardez, c'est la capacité à faire le bon choix et de s'y tenir. Vous voyez des gens qui sont à l'ouest, ils n'ont pas évolué, pas de Shabbat, pas de réflexion, ils sont là, d'accord. Il y a un jeune homme à qui je donne Shiloh, il arrive là, je peux vous parler, après le Shiloh, 21 ans, 22 ans. Après le Shiloh, il me voit, la rue, il n'est pas là, il dit, viens, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je suis sorti samedi soir. Je dis, ah, encore en boîte, je te jure, on a travaillé et tout. Non, mais là, le pire, c'est que j'avais mon père. Dans la boîte, il y avait son père. Il a croisé son père. Et Paris, il était malheureux. Ses parents sont divorcés. Et donc, lui, il n'imaginait pas que son père, jean troué, bracelet, machin, je sais pas, 50 ans, 50 ans. C'est ça ton choix de vie. Vous prenez capacité de faire le bon choix et de s'y tenir. Tu fais le bon choix. Pareil pour les enfants quand ils font des études. Quand ils font des études, après le bac, en général, on perd toujours un an. Moi, je dis aux parents qui sont déjà investis, hein, et que l'enfant veut, je leur dis qu'il fasse un an chez moi. Il va mûrir, il va grandir, il va apprendre des choses. Parce que de toute façon, il est capable, vers 17 ans ou 18 ans, de savoir sa vie, de trouver les bonnes études. Regardez, même chez les gars, ils perdent cette année en général. C'est rare le gars qui veut faire ça. Ouais, je fais des médecines, mais finalement, je me dis que ce serait mieux avocat, ce serait mieux ceci, cela. C'est compliqué à 18 ans d'avoir son choix. Pas les chinois, pas les chinois. Construis-toi. Capacité de faire le bon choix et de s'y tenir. Quelqu'un qui fait ses choix et qui s'y tient, c'est un bulldozer. C'est un bulldozer, c'est quelqu'un qui est toujours jeune. C'est quelqu'un qui sera toujours heureux. C'est pour ça que les guidonimes, alors là, à la fin, à 90 ans, bon, mais ils ont toujours un humour incroyable. Après, Kanievski, il avait un humour extraordinaire. Des gens qui ont un choix, chaque chose dans leur. Chaque événement dans la vie, ils réagissent. C'est-à-dire qu'ils ont le choix. Ils ont le bon choix. Ils ont la solution, elle est là, déjà, quoi qu'il arrive. Ce qui fait qu'ils sont indépendants de l'extérieur. Ouais. Le pire, c'est quand ton choix dépend de l'extérieur. Ah, j'aime ma femme. Ouais, mais la grande blonde, là, elle m'a fait craquer. Et donc, tu n'aimes pas ta femme, quoi. Tu n'as pas fait le choix d'aimer ta femme. Tu n'aimes pas. Tu as fait le choix de construire ton couple, puisque tu as les yeux. Je ne parle même pas de toucher ou de faire quoi que ce soit du préserve, mais pourquoi tu la regardes? Elle est en face de toi, ta femme, elle n'est pas là. Ouais, bah, ça va, pas de mal. Et tu t'allumes les yeux. Après, comment tu fais? Vous comprenez? Le choix d'être pur, le choix de faire attention à ses yeux, le choix de grandir, le choix de. Et on ne bouge pas. Et ça s'appelle le Negudat Perira, le point de choix. Et ce point de choix, il faut le lever à chaque fois. Et ce qui est au-dessous, c'est fini, terminé. Un jour, quelqu'un il fait Shabbat, son point de choix, il est là. Maintenant, et c'est le point de choix, après, il est ici. Shabbat, il ne va pas se dire je fais Shabbat ou pas. Tu lui dis, qu'est-ce que tu fais demain soir? Chadoli, Kiddush, je comprends ta question. Et on ne se pose pas la question. Et on montre comme ça. Et le but, mon avis, c'est de monter ce point de choix-là. Et à ce moment-là, on est fort comme Mitras. Il n'a pas le choix. Moshe, il n'a pas le choix, il faut le tuer. Il regarde ce qui va se passer, regarde le peuple ce qui va arriver.
Je lui ai dit, alors vas-y, toi. Il a dit, mais à la fin, applique-la. Bien sûr, il y va, il n'a peur de rien. Il a fait le choix, il y va, et il sauve tout le monde, et lui, il a un coup de chaleur. J'aime pas ce qu'on fasse les bons choix, qu'on s'y tienne, et qu'on ait une alliance de paix avec Akadosh Baruch Hu qui nous donne cette alliance de paix à nous, à notre descendance, à tout le clan Israël. Amen. Shabbat Shalom. Parce que sa femme,